Celui qui tue de loin ignore tout de ce que signifie tuer. D'Arturo Pérez Reverte. Ça, c'est une phrase qui me renvoie à quelque chose de terrible qui est le combat. Le combat au corps à corps, qui pose aujourd'hui une question très, très puissante et très profonde sur la guerre, parce que la guerre, on la fait de plus en plus de loin. Et donc, on la fait de façon de plus en plus technique, où on peut être tenté de la faire de façon de plus en plus technique. Et ce que j'ai expérimenté, moi, dans le combat au corps à corps, c'est qu'en fait, la proximité avec la personne que l'on doit tuer rend cet acte très difficile. Parce que vous voyez le visage de votre ennemi, et que le visage, c'est ce que dit Lévinas, vous dit que vous ne pouvez pas transgresser le tabou absolu de la mort de votre prochain. Et que pour pouvoir transgresser ce tabou, vous êtes obligé de laisser se déchaîner en vous une forme de bestialité qui est ignoble, au sens propre du terme. Et donc le paradoxe, c'est que ce qui humanise le combat, c'est de se confronter à ce tabou et c'est d'accepter de le transgresser, mais qu'on ne parvient à le faire qu'en laissant se déchaîner la part de bestialité qu'on a en soi. Voilà, c'est assez terrible en fait. Voilà, mais c'est une très belle phrase et très juste. Général François Lecointre, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes aussi grand chancelier de la Légion d'honneur actuellement. Vous êtes né en 62 à Cherbourg et puis vous étiez fils, petit-fils, arrière-petit-fils de militaires, des deux côtés d'ailleurs. Et donc vous avez eu un père qui a exercé comme sous-marinier, directeur, enfin, comment est-ce qu'on dit ? Pacha, le commandant d'un de nos sous-marins qui s'appelait le Redoutable, sous-marin nucléaire, lanceur d'engins. Enfant, vous avez déménagé tous les 2 ans. Cherbourg, Brest, Lorient, Toulon. J'ai repéré 2 points d'ancrage dans votre enfance. Vous allez me dire s'il y en a d'autres. Le lycée chez les Jésuites de Vannes. Il y a des Jésuites à Vanves, mais là c'était à Vannes en Bretagne. Et le 2e point d'ancrage que je repère, c'est cette maison dans le Béarn, chez vos grands-parents, dans laquelle vous alliez passer vos vacances, et où vous retrouviez vos cousins qui, eux, ne changeaient pas, malgré les grands déménagements. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non, ce sont les 2 principaux, effectivement. Je passe vite sur vos faits d'armes, général, mais ils sont exceptionnels. Vous allez rougir. Mais après Saint-Cyr, vous commencez dans la marine, dans l'infanterie de marine. Un grand merci à grandes enjambées, vous vous battez, guerre de Bosnie, 92-95, Rwanda, Mali, 2013, chef d'état-major des armées auprès d'Emmanuel Macron. Et puis, c'est la retraite, vous êtes devenu visiteur de prison pendant 1 an et demi. Et vous avez accepté ensuite de rejoindre la Légion d'honneur, donc à Paris, devant le musée d'Orsay. Grand chancelier de la Légion d'honneur, c'est l'un des grands ordres de chevalerie qu'il nous reste. Oui. À la ville, vous êtes marié depuis... vous aimez cette femme depuis l'âge de 18 ans, mais vous êtes marié depuis maintenant. Absolument. Je sais même plus, depuis 86. Oui. Voilà, donc ça va faire 39 ans, oui. Et vous avez 4 filles. Et j'ai 4 filles, Ariane, Victoire, Daphné et France. J'ai un petit questionnaire de Proust à vous, auquel je serais heureuse que vous vous soumettiez. Acceptez-vous l'exercice ? Général, vous n'avez pas le choix. Travail de mémoire. Vous êtes enfant, petit, vous marchez le soir dans cette grande maison familiale du Béarn et vous vous arrêtez devant ces sabres suspendus au mur. Quel est l'état d'esprit ? À quoi vous associez cette arme ? Je l'associe à ma famille, évidemment, parce que chacune des armes a une histoire. Et donc, il y a une arme qui est un ancêtre qui a été garde du corps du roi. Il y a une autre arme qui est un ancêtre qui a été gouverneur et maire de la Nouvelle-Orléans. Et donc, ces armes sont bien sûr des choses terribles et qui peuvent faire peur, mais c'est surtout relié à des histoires qu'on me raconte sur ce qu'ont fait les gens qui étaient dans cette famille avant moi et qui nous sont présentés comme des modèles. Et donc ça me renvoie à la difficulté d'être à la hauteur de ces modèles-là.
Et c'est un grand-père qui vous raconte cette histoire, une grand-mère? Non, c'est ma grand-mère, c'est mes tantes, ce sont mes oncles, enfin voilà. Et il y a une figure qui se détache, c'est Élie de Roffignac, qui semble avoir beaucoup marqué votre enfance. Il était jeune, il est tombé à la guerre d'Algérie, et c'était le frère de votre mère. Oui, c'était le seul garçon de cette famille, qui fait que le nom, en tout cas pour cette branche de la famille, ne pouvait plus être porté après. Et il est mort à 23 ans, très jeune, en sortant de Saint-Cyr, mort au champ d'honneur. Et donc on avait l'occasion fréquemment de contempler son portrait, une photo de lui, un homme avec un sourire juvénile. Et sous le portrait, sous cette photo très touchante, sa Légion d'honneur épinglée sur le cadre qui contenait cette photo, et ça nous troublait beaucoup. Et ça nous troublait d'autant plus qu'un autre ancêtre, qui était le grand-père d'Élie, qui s'appelait Élie lui aussi, avait son portrait à l'huile dans le même salon, avec un monsieur très moustachu à lorgnon, qui est mort très jeune pourtant, qui est mort en 14 ou en 15 comme capitaine dans les tranchées, et qui arborait, enfin, et accroché au cadre de ce portrait très impressionnant, également la Légion d'honneur et la Croix de guerre. Et donc le rapprochement entre les deux portant le même prénom et le même nom, les deux étant morts à la guerre, c'était quelque chose d'assez troublant pour moi. Oui. Une continuité qui... Une continuité et le contraste entre les deux figures. Oui, oui. L'homme très sévère ou très impressionnant. Et le jeune... Et le très jeune homme. Dans la force de l'âge, oui. Oui, oui. Qui avait, semble-t-il, écrit une lettre importante à un prêtre. Alors oui, qui a en tout cas... En tout cas, vous aviez des documents qui vous permettaient d'étoffer un peu la figure de cet Élie de Roffignac, le frère de votre mère. Oui, c'était surtout ce qu'on disait notre mère et ses sœurs et notre grand-mère, mais voilà, le fait qu'il soit mort si jeune, qu'elles en avaient des souvenirs d'enfant et comme d'un enfant, et que c'était l'image qu'on en avait, et que par ailleurs il soit mort au champ d'honneur, c'était quelque chose de très, très étonnant. En tout cas, ça nous rendait accessible ce champ d'honneur. Voilà. On continue notre déambulation dans votre enfance. À quoi pensez-vous quand vous pensez à votre père dans son sous-marin, dont vous ne savez ni dans quelle mer il navigue et il croise, ni comment l'atteindre en fait, et pendant 2 mois et demi, il y a une espèce de silence autour de lui? Je n'y pense pas. Il a disparu. Il a disparu et j'y pense quand il est de retour. Voilà. Avec une difficulté particulière qui est que notre mère, qui est une femme bohème, charmante, artiste, qui vit dans un laisser-aller qui nous va très bien, oblige d'une certaine manière notre père, quand il rentre de ces 2 mois et demi de patrouille, à une forme de sévérité qui est assez ingrate pour lui. Et donc c'est un père sévère qui revient. Et le père qui est parti, il est parti, donc on ne le voit pas, on ne sait pas ce qu'il a fait. Alors après, plus tard, j'ai visité un sous-marin nucléaire, j'ai pu imaginer ce que c'était que cette vie, qui est une vie très exigeante, mais en même temps de très grande fraternité dans une communauté humaine très étroite, qui est obligée de cultiver la fraternité dans un huis clos incroyable pendant ces 2 mois et demi. Mais pendant qu'il n'est pas là, il n'est pas là. Voilà. Et quel père avez-vous été, vous-même? Sévère? Question. Il faudrait demander à mes filles. Non, je pense que j'ai été un père... j'étais un père qui a eu la chance d'avoir une épouse qui a assumé sa part de sévérité. Voilà. Et c'est quelque chose que je lui ai demandé de faire, qu'elle a fait avec beaucoup d'amour pour nos filles, qui aujourd'hui l'en remercient. Et moi, je l'en remercie infiniment parce que quand je rentrais de mes longues absences en opération, vous aviez droit à des câlins. J'avais le droit à des câlins et j'avais le droit de faire des câlins. Et mon épouse me disait toujours, voilà ce que tu rapportes comme cadeau à tes filles. Elle allait elle-même acheter des cadeaux parce qu'on ne trouve pas grand-chose à Sarajevo ou en Arabie Saoudite à rapporter comme cadeau. Et donc elle m'achetait des cadeaux que je pouvais offrir à mes filles. Voilà, donc je pense que j'ai été un peu un papa normalement sévère, mais j'ai eu la chance d'être très aimé de mes filles, qui, quand je me mettais en Spencer, disaient « Comme vous êtes joli, papa ».
À quoi pensez-vous lorsque, à un moment de l'assaut de ce pont à Sarajevo, vous emmenez vos hommes comme ça c'est vraiment une question exprès très contrastée avec ce que vous me disiez. À quoi vous pensez et quelles sont vos dernières pensées avant d'aller à l'assaut? C'est la peur. C'est la peur que je dois contrôler à tout prix. Et avant le dernier instant, je pense à ma famille, je pense aussi à Ellie. Je pense que je n'ai pas le droit de déroger. Mais surtout, je pense à essayer de dominer ma peur. Et donc je vais chercher dans le regard de mes soldats. Qui ont peur aussi. Qui, je pense, ont peur, qui ont peut-être moins peur que moi. Parce que moi, j'ai eu contact avec l'ennemi quelques minutes avant ou quelques heures avant. Et je sais ce qui va se passer. Et je sais que ça va être un combat avec un ennemi dont j'ai vu le visage. Et donc ce degré de conscience supérieure fait que j'éprouve sans doute plus la peur qu'eux. Jusqu'au moment où les premiers impacts de balles et d'obus tapent sur le sol devant nous, tout ça reste malgré tout virtuel. Et c'est une opération et un combat que vous avez préparé et que le travail de spéculation intellectuelle que vous avez fait en organisant le combat peut vous donner le sentiment que vous allez maîtriser les choses. Et virtualise d'une certaine manière ce que vous allez faire. Et alors que moi, j'échappe malheureusement à cette virtualisation, ou heureusement peut-être, parce que je sais ce que ça va être, parce que j'ai eu ce contact physique. Et donc mon obsession, c'est de ne pas montrer ma peur à mes hommes, et de leur donner, et de leur infuser le maximum de confiance. Voilà. Et c'est dans leur regard et dans cette exigence de confiance que je trouve la force de ne pas montrer ma peur et de la dominer. Voilà. Et puis sans doute l'expérience que j'en avais eue avant dans d'autres circonstances. Et puis ensuite il y a le départ, le démarrage. Et là, ça n'est plus la même peur, c'est une sorte de réaction physique, instinctive, qui vous ordonne de vous plaquer au sol et qu'il faut vaincre. Mais là, c'est un mouvement, voilà. Et donc vous lancez. Pour progresser. Oui. Et à quel moment on décide de se replier s'il le faut? À quel moment voyez, celui qui emmène ces 140 hommes décide de dire allez, on se replie, c'est trop dangereux, ça prend trop de... Ça, j'en sais rien. C'est très difficile d'évaluer. C'est très difficile. Le combat est une chose très difficile et la conservation de sa lucidité au combat est quelque chose d'extrêmement difficile. Là, on était 30 dans cet assaut-là et on l'a conduit jusqu'au bout. Il y a aussi des actions dans lesquelles, une fois que vous êtes lancé, il est compliqué de revenir en arrière. Oui. Donc, voilà, ça dépend des ordres que vous donnent vos chefs, ça dépend de ce que font vos alliés et vos partenaires à droite et à gauche, ça dépend de ce que vous sentez comme capacité à continuer le combat. Tout ça est très difficile et très passionnant d'ailleurs, parce que c'est une appréciation que vous portez dans l'instant de l'action, mais en ayant par ailleurs préalablement pensé à ce qu'étaient vos objectifs et en ayant mesuré le coût que vous étiez prêt à payer pour atteindre cet objectif. Et l'objectif, il peut ne pas concerner que vous et l'action que vous êtes en train de mener, mais il peut concerner l'ensemble du dispositif de vos amis, votre régiment, votre brigade, etc. Donc il n'y a pas de honte à se replier, ou il n'y a pas de honte à s'arrêter. C'est une appréciation qui est toujours très difficile à porter, mais qu'on ne porte pas seul. Parce qu'en réalité, on est un échelon dans une chaîne de commandement et qui est beaucoup plus vaste, et on est tenu par une solidarité qui n'est pas qu'une solidarité fraternelle ou d'amitié ou morale, qui est une solidarité de fait imposée par la conduite de la guerre, la conduite du combat et la recherche de l'atteinte d'objectifs qui sont assez précis, assez identifiés. Voilà. Merci pour votre réponse. Je vous propose qu'on aille s'installer ensemble dans ce canapé pour poursuivre notre conversation. Général François Lecointre, vous signez un très très beau livre, Entre-guerres, qui paraît chez Gallimard dans la collection Blanche. Il n'est pas si fréquent qu'un général, un militaire ait un tel don de plume également. Mais là, en vous écoutant, tout de suite, je me disais que la façon dont vous me racontiez ce combat-là était comme si ce combat avait eu lieu hier, comme si le souvenir en était si vif que vous le retraversiez en le racontant.
Est-ce que c'est ça qui s'est passé en écrivant ce livre? Oui, oui. C'est forcément quelque chose qui... ces expériences sont tellement fortes qu'elles marquent à vie. Parfois d'ailleurs elles marquent sans que vous vous en rendiez compte. Et que le travail d'introspection que vous faites vous amène à redécouvrir des choses que vous aviez oubliées parfois. Et d'ailleurs c'est un travail d'introspection et de reconstruction qu'il faut faire très tôt. Ce que je raconte dans ce livre, c'est que quand on va au combat, dans un combat très dense, très intense, et qu'on en revient, c'est une expérience que j'ai faite, mais que les gens font quand ils vont à l'assaut. Il y a eu des combats très très durs en Afghanistan, au Mali. Et bien quand vous revenez de ce combat-là, vous ne savez plus ce que vous avez fait. Vous avez des éclairs, vous avez des souvenirs flash qui vous font parfois surestimer la valeur de ce que vous avez fait, parfois la sous-estimer, qui vous surresponsabilisent, par exemple dans la mort d'un camarade ou la blessure d'un camarade. Et donc il est très important de pouvoir se réunir avec l'ensemble de ceux qui sont encore là. Nous l'avions fait, mais c'était difficile à faire parce qu'il y avait la moitié des gens qui étaient blessés, qui étaient partis, et puis il y avait eu 2 tués. Et donc de se réunir et que chacun de nous raconte l'histoire et raconte surtout ce qu'il a vu les autres faire. Et votre mémoire est reconstruite et complétée par ceux de vos camarades qui vous disent « mais à tel moment tu as fait cela, et à tel autre moment tu as fait cela ». Et ça c'est indispensable pour pouvoir reconstruire le fil. Et ensuite ce fil, une fois qu'il est construit, il est gravé et il est inscrit au plus profond de vous-même. Et puis ensuite, chaque fois que vous essayez de vous remémorer cela, d'abord vous vous raccrochez à ce fil-là, mais il peut aussi arriver que vous retrouviez des choses qui étaient restées enfouies. C'est amusant parce que l'autre jour, je regardais une interview de Marcel Pagnol, qui était interviewé à propos des souvenirs d'enfance. Et il disait, mais en fait, on a de vrais souvenirs que quand on est sorti définitivement de l'enfance. Et on ne peut pas raconter ses souvenirs d'enfance avant d'avoir 50 ans. Et à ce moment-là, d'ailleurs, en essayant de les raconter, on se souvient de choses qu'on avait complètement et durablement oubliées. Et je pense que c'est un peu le même phénomène. C'est très étrange, la nécessité, à un moment, parce qu'on en ressent le besoin, peut-être parce qu'on a un malaise ou parce qu'on a envie de partager, de se remémorer des choses. Et à ce moment-là, reviennent des choses que vous aviez complètement oubliées. Mais ça passe par l'effort de sincérité que vous évoquiez. Voilà. Et donc moi, je ne peux pas parler de ça. D'abord, je n'ai pas très envie d'en parler. C'est pour ça que je l'ai écrit. Pardon. Mais malheureusement, il y a les journalistes, quelque part. Et je n'ai pas très envie d'en parler, mais parce que quand j'en parle, je ne peux pas en parler sans que, effectivement, ces souvenirs deviennent plus que des souvenirs. Et vous avez, ça c'est au front, et vous avez aussi à la maison une épouse qui a recueilli aussi, vos premières émotions, vos premiers récits après ces combats-là. Et ça, peut-être que cette parole-là aussi, donnée, échangée avec une personne de confiance, c'est aussi une clé de l'équilibre d'un soldat, non ? Oui, c'est plus qu'une personne de confiance. C'est votre autre vous-même. Et dans mon cas, comme dans le cas de beaucoup, c'est la personne que vous aimez. Et donc c'est, je pense, cet amour-là qui vous permet de partager jusqu'au plus profond et jusqu'au plus intime et qui est indispensable. Et c'est d'ailleurs très difficile aujourd'hui. D'abord, il faut que votre conjoint accepte de prendre cette charge-là. Donc il faut un amour réciproque et puissant. Et c'est ce qui rend très difficile l'exercice du métier militaire. D'abord parce qu'il embarque les familles, mais ça le rend très difficile pour des gens qui sont seuls, parce qu'ils ont divorcé, parce que les malheurs de la vie les ont conduits à d'autres choses. Et là, vous identifiez que ce sont des soldats qui ont plus de difficultés à se donner pleinement ou qui sont plus fragiles, qui sont plus à risque ? Non, qui sont plus fragiles après. C'est une chose qu'on a redécouverte dans les armées, je pense depuis une vingtaine d'années, qui est comment accompagner nos soldats qui reviennent dans un monde en paix, qui ignorent la guerre, et leur permettre d'être reconnus comme des gens qui ont vécu, traversé ces traumatismes et qui les dépassent. Je pense que la difficulté est d'autant plus forte que précisément ils reviennent dans une société qui ignore complètement cela. Avec un décalage immense de valeurs et d'intérêts. Oui. Vous aviez l'air de dire dans votre livre que c'était des surhommes, les soldats, ceux qui se sont battus pour... Je trouve que ce sont des surcitoyens. Oui. Parce que
alors, sur hommes et sur citoyens, en tout cas sur citoyens, parce que quand ils s'engagent, ils savent qu'ils vont servir une cause qui les dépassera, et cette cause, c'est la cause de la nation et de la France. Donc, il y a vraiment une démarche très, très puissante. Et d'ailleurs, j'observe qu'il y a beaucoup de jeunes gens dans les armées qui sont issus de l'immigration et qui font cette démarche pour s'affirmer comme Français, pour se revendiquer comme Français. Donc ça, je trouve que c'est extraordinaire. Ensuite, ce que je crois, c'est que, en fait, si vous vous engagez dans l'armée, c'est parce que vous savez que vous allez vous imposer la contrainte d'une vie dure. Vous allez vous imposer l'exigence de quelque chose qui vous permettra de vous hisser au-dessus de vous-même. Donc c'est pas que vous soyez un surhomme, c'est que vous pensez ne pas être capable d'être un homme et que vous voulez vous prouver à vous-même ou vous voulez vous mettre dans des conditions telles qu'elles vous forceront à devenir un homme. Et là, vous touchez un point qui m'est apparu, qui est comme un fil rouge de votre itinéraire que j'ai encore retrouvé dans ce livre, c'est cet appétit de la contrainte. J'ai l'impression que vous êtes une personnalité qui a très tôt dans sa vie accueilli la contrainte comme une bénédiction ou comme quelque chose qui vous conduisait vers plus grand que vous-même, mais qui était presque indispensable à votre déploiement. Est-ce que je me trompe? Mais dans beaucoup de choses, la contrainte, si elle est voulue pour elle-même, elle pourrait être stérile. Alors comment vous identifiez la contrainte qui sera saine pour vous et bonne pour vous? J'ai envie de vous dire, vous l'avez dit, donc je n'ai plus la peine que j'y revienne. Non, c'est... D'abord, je pense que ce besoin de la contrainte venait d'une conscience assez aiguë que j'avais de ma propre faiblesse. Voilà. Et donc je pense que les gens qui cherchent cette contrainte sont ces gens qui ont ce degré de conscience. Et qui précisément, pour échapper à cette faiblesse, vont chercher ce qu'il est, il sera au-dessus d'eux-mêmes. Mais c'est vrai que la forme contraint le fond, et la forme permet au fond de s'exprimer, de se dépasser, et de se sublimer d'une certaine façon, de se subsumer. Voilà, donc, mais ce qui est étonnant, c'est que malgré vos décorations, vos faits d'armes et objectivement le fait que vous ayez eu en tout cas les récompenses et les honneurs que vous méritiez, il reste chez vous cette partie quand même qui reste dans l'inconfort de soi, j'ai l'impression. Comment expliquez-vous cela? Parce que tout ce qui m'est arrivé comme réussite ou comme succès ou comme reconnaissance ne m'est arrivé que par la force du collectif. Et que ça, je continue d'en être très conscient. Et que je sais ce que je dois aux hommes que j'ai eu l'honneur de commander, aux chefs qui m'ont bien commandé eux-mêmes, et je sais ce que je dois aux autres. Et donc, il n'y a pas d'orgueil. Voilà. Il y a une fierté, et je pense qu'il faut être fier de ce qu'on a fait, et précisément d'autant plus fier qu'on l'a fait ensemble. Mais il n'y a aucun orgueil, et donc je pense que ça évite cette conscience aiguë qu'on a aussi, d'avoir réussi à le faire et d'avoir réussi à se dépasser parce qu'on était ensemble. Ça permet de conserver une lucidité nécessaire. Voilà. C'est comme si vos forces ne venaient pas tellement que de vous. C'est-à-dire que, pas seulement des autres, mais aussi de quelque chose qui vous habite. J'ai l'impression qui m'habite, qui me dépasse et qui me transcende, je pense, oui. Est-ce que vous devez ça à cette éducation jésuite qui finalement enracine quand même Dieu dans votre vie au plan très très de conscience personnelle? Je pense que l'éducation jésuite y est pour beaucoup, en effet. Mais vous diriez que sans ça, vous n'auriez pas été général François Lecointre? Oh, ça, j'en sais rien. En tout cas, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'avais un père spirituel que j'adorais, que j'adore toujours d'ailleurs. Il s'appelle le père Gilibert, qui est un monsieur qui va avoir 90 ans dans les jours qui viennent. Qui était aumônier aussi de Polytechnique, voilà. d'HEC. Qui avait cette formule extraordinaire qui était « péchez si vous voulez, mais ne corrompez pas les principes ». Et les principes, c'est aussi ça, c'est aussi cette contrainte. Et c'est bizarre de la part d'un jésuite de dire ça, parce que c'est presque le contraire de la casuistique. Mais ce péché, si vous voulez, mais ne corrompez pas les principes. Et c'est les principes qui vous ramèneront à la voie droite, et identifiez-les. Je pense que c'est absolument essentiel, parce que ça vous pose en permanence la question de savoir si ce que vous faites est bien, si vous faites du bien. Et donc ça vous rappelle à ce devoir de conscience, de lucidité et d'effort que vous devez faire sur vous-même. Mais dans les armées, je dirais presque naturellement, on vit ça parce que l'uniforme militaire, c'est un uniforme qui contraint, un uniforme qui est inconfortable. Alors l'uniforme de Saint-Cyrien, c'est encore pire que tout, avec le col officier, les épaulettes qui vous mettent les épaules en arrière, vous êtes obligé de vous tenir droit.
Regardez les gens qui défilent sur les Champs-Élysées. C'est les plus beaux de tous. Donc en fait, il y a quelque chose. Mais oui, mais vous voyez, en fait, cette contrainte, c'est étonnant. Voilà, la contrainte oblige à se tenir droit. C'est important. Vous avez l'air d'être un contemplatif. C'est très inattendu pour moi, cette rencontre-là, comme ça. Je vous ai rencontré à travers vos lignes et votre très jolie plume. Mais là, est-ce que vous seriez d'accord avec cet adjectif? Oui, je pense. Contemplatif. Contemplatif, oui. Et ça vient de votre mère Sans doute. Sans doute. Ça y est, la boucle est bouclée. Je suis le contraire d'un homme d'action. Voilà. Sauf que, précisément parce que je le savais, j'ai choisi un métier qui allait me contraindre à l'action. Voilà. Et donc j'ai été un homme d'action, mais c'est pas ma nature qui m'y a conduit. Heureusement pour la France que vous avez accepté cette contrainte. Oh, ça, merci. Merci, Général François Lecointre. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre Entre-guerres, qui est paru chez Gallimard. C'est un très très beau livre et je crois que c'est un livre qui frappe l'âme, qui vraiment nourrit notre appétit de sens et de compréhension de ce monde un peu déchaîné dans lequel nous évoluons. Merci beaucoup.